Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Caroline Roux. Je rappelle que vous êtes candidat pour une troisième présidentielle, troisième candidature à la présidentielle. Nous allons parler ce matin de l'actualité politique, mais je voudrais quand même débuter cette interview avec ce qui est en train de se passer. On l'a vu dans le journal de 7h30 à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Entre 3 et 4 000 migrants sont massés, instrumentalisés par le président Loukachenko et acheminés par la compagnie aérienne biélorusse, deux pays étrangers, pour contester les sanctions européennes. Comment on sort de cette situation ? En cessant de faire la politique de l'autruche. Je me souviens avoir été à la frontière hongroise, soutenir le gouvernement hongrois qui défendait sa frontière. Et à l'époque, l'Union européenne disait c'est pas bien, il faut laisser rentrer tout le monde, il faut laisser ouvrir. Vous avez vu Madame von der Leyen à l'instant, pas de mur, pas de... Bah oui, mais oui. Si l'Europe n'est pas capable... on ne financera pas les murs et les barbelés. Quelle hypocrisie. Si on ne se protège pas, bah on est dépendant des caprices de voisins. Souvenez-vous de la pression d'Erdogan. Ce qui est incroyable, c'est quand Erdogan a fait le chantage migratoire, qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu de défendre notre frontière, on a payé des milliards. Les impôts des Français payent Erdogan et son chantage. Alors on ne va quand même pas faire la même chose avec le président biélorusse. C'est-à-dire que moi, ce que je demande, deux choses. On défend notre frontière parce qu'il n'y a pas de pays... La France doit d'abord rétablir ses frontières, mais ça, c'est un autre débat. Et puis l'Union européenne doit défendre ses frontières et aider la Pologne. Il faudrait peut-être cesser d'insulter la Pologne. Premier point, nos amis polonais. Et puis deuxième point, il faut une vraie politique de développement en Afrique. Il faut une vraie politique de partenariat avec la Russie. Il faut d'un côté fermeté et de l'autre développement. Sinon, on n'y arrivera pas. Ça, c'est vos propositions. Vous avez vu la carte qu'on vient de voir à l'instant. Oui. Au milieu de ces deux frontières, oui. Il y a entre 3 et 4 000 migrants avec des familles qu'on a fait venir ici, qui se retrouvent coincés entre les armes biélorusses et les armes polonaises. Face à cette urgence sanitaire, humanitaire-là, que proposez-vous? De ne pas céder. Ils doivent repartir. Si nous cédons, c'est fini. Il n'y a plus d'Europe. Le problème, c'est que la Biélorussie ne veut pas les laisser repartir. Mais si nous ne cédons pas, eh bien, nous serons forts et la Biélorussie sera obligée de les reprendre. Nous ne devons pas céder. Ils sont pris en otage. Ils sont pris en otage, c'est le tragique de l'histoire et c'est pourquoi il ne faut pas faire la politique de l'autruche. Et c'est pourquoi il faut anticiper les problèmes et ce que je ne cesse de réclamer depuis 10 ans. Donc ça prouve bien que ceux qui, à un moment, alertent doivent être un peu peut-être écoutés. Voilà. L'Europe qui renforce les sanctions à l'endroit de la Biélorussie, des campagnes, des compagnies aériennes qui ont acheminé ces migrants-là. Pourquoi pas? Ça ne servira à rien. Ça ne sert à rien si on n'est pas ferme. L'Europe gesticule et n'agit pas. Bon, voilà, alors. On parle de l'intervention d'Emmanuel Macron, que vous avez suivi, comme 22 millions de Français. Les annonces sont entraînées, notamment sur la troisième dose. 100 000 prises de rendez-vous pour une dose de rappel. Le message a été entendu, visiblement, par les plus de 65 ans. Oui, mais je vais vous dire, ce qui m'étonne dans l'intervention d'Emmanuel Macron, c'est qu'il dit exactement le contraire de ce qu'il annonçait quelques semaines avant. Sur le pass sanitaire? Alors, pas seulement sur le pass sanitaire, oui, sur le pass sanitaire. Olivier Véran nous disait... Quand on aura le pass sanitaire, si on est vacciné, s'il n'y a pas la troisième dose, ça ne sera pas le problème. Pourquoi? Il l'avait expliqué. Parce que vous pouvez avoir plus de 65 ans, avoir besoin d'une troisième dose, mais vous pouvez avoir plus de 65 ans et avoir des anticorps forts, et donc ne pas avoir besoin. Et ce que je demande toujours, c'est le cas par cas avec le médecin. Une sérologie, c'est ce qui se fait dans beaucoup de pays, et c'est même ce que recommande l'OMS. Ça marche avec le variant Delta, le cas par cas? Oui, bien évidemment. C'est ce que demande l'OMS. Mais au-delà de l'affaire sanitaire, si je peux me permettre, il nous dit, on n'a jamais autant fait pour l'hôpital. Mais c'est surréaliste. Je circule beaucoup en France en ce moment, et les services d'urgence dans les petites villes de province sont fermés la nuit. Il a fermé, Emmanuel Macron et son gouvernement ont fermé 5700 lits, fermés définitivement. Et il y a entre 6 et 20% des lits d'hôpitaux qui sont fermés parce qu'il n'y a pas le personnel. Alors moi, j'aimerais qu'on arrête les mensonges. Et ce qui m'a le plus, ulcéré dans cette intervention, c'est qu'on a l'impression que Emmanuel Macron, soit est complètement hors sol, soit nous prend pour des imbéciles. Sur le nucléaire, il nous dit qu'il faut relancer le nucléaire, c'est lui qui a fermé Fessenheim. C'est lui qui a fermé Fessenheim. Et les travaux de démantèlement commencent en mars. Alors je dis chiche, plutôt que de construire des centrales nucléaires dans 15 ans, est-ce qu'on ne peut pas rouvrir Fessenheim tout de suite? Est-ce que son bilan économique vous a ulcéré aussi? Les chiffres qu'il a donnés sur le bilan économique du quinquennat ou de la crise sanitaire, après la crise sanitaire? Il nous dit qu'il y a une croissance formidable. Mais heureusement, puisqu'il y a eu une baisse énorme, on ne fait que compenser la baisse. On le fait mieux que nos voisins européens. Ouais,
ils ont baissé moins. Alors on remonte plus. C'est normal, on a baissé plus. Ce qui m'inquiète plus quand même, c'est que tout ça est à crédit. Tout ça est à crédit et le déficit commercial de la France s'aggrave, mais de manière colossale. Et c'est pourquoi je demande d'urgence que l'on fasse des économies sur les gaspillages pour pouvoir redéployer l'argent sur les hôpitaux, par exemple. Au Valpognon, hein, c'est le titre Oui, de votre livre. parce que j'ai découvert... Comment récupérer 100 milliards d'euros par an de fraude et de gaspillage pour rétablir la France. Je vais vous donner un exemple très simple. Emmanuel Macron nous dit que le pouvoir d'achat va mieux, mais les retraités, il a désindexé les pensions de retraite. Je propose de réindexer les pensions de retraite sur l'inflation, qui explose, en faisant des économies, pas des promesses démagogiques comme tous les concurrents, en faisant des économies sur, par exemple, la fraude à la carte vitale. On lutte contre les fraudes à la carte vitale et on réindexe les pensions de retraite sur l'inflation parce que nos retraités sont totalement cassés par l'inflation aujourd'hui. Ne l'oublions pas. Est-ce que vous avez été ulcéré aussi quand il a évoqué les sanctions contre les chômeurs? En tout cas, l'idée de sanctionner les chômeurs qui ne recherchent pas activement un emploi, est-ce que c'est de nature, selon vous, à régler en partie le problème de tension sur le marché de l'emploi? Alors, je pense qu'il a raison là-dessus parce que il y a parfois des abus, mais attention, le problème, c'est pas de le dire, c'est de le faire avec justice. Et c'est extrêmement difficile. Parce que vous avez des gens qui sont vraiment au chômage, qui ont des difficultés colossales, qui cherchent et qui ne trouvent pas, ou on leur trouve des trucs vraiment pitoyables et ils ont raison de dire non. Et puis vous avez des profiteurs. Et c'est pourquoi, là aussi dans mon livre, je préférerais qu'on demande une journée de travail d'intérêt général aux titulaires du RSA, pas seulement pour les punir, mais pour les réinsérer et ainsi leur redonner une chance de travailler. C'est pas simplement de taper sur la tête des gens, c'est de redonner une chance. Et ça passe par une obligation pour moi. Chaque allocation sociale doit avoir une contrepartie. Nicolas Dupont-Aignan, je le disais, c'est votre 3e campagne présidentielle. Est-ce que cette fois-ci, c'est plus dur d'avoir les parrainages? Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Ce qui se passe, c'est que les maires en ont assez d'être maltraités par l'État, sont écœurés parce que les zones rurales sont abandonnées, les hôpitaux ferment, les maternités. Vous savez qu'on a fermé 200, on a, pas moi, ils ont fermé en 20 ans 240 maternités sur 700, sur 720 exactement. Les maires ont l'impression qu'on les prend pour des imbéciles, ils font une sorte de grève des parrainages parce qu'ils en ont assez. Alors j'en ai heureusement, mais j'appelle les maires à permettre, pas seulement moi, aux candidats, c'est eux qui sélectionnent les candidats. Ce sont les maires qui vont décider qui a le droit d'être candidat et de s'exprimer. Ce n'est pas un soutien, c'est permettre à la démocratie de fonctionner. Vous anticipez une situation délicate pour cette présidentielle sur la question des parrainages, oui, Nicolas Dupont-Aignan. Oui, je pense, parce qu'on a trop méprisé les zones rurales, les maires, qui ont été trop abandonnés par l'État, les intercommunalités, la bureaucratie. Vous n'imaginez pas la bureaucratie qui s'abat sur les communes. Et donc, je dis aux maires, au contraire, soutenez ou parrainez les candidats qui veulent changer ça. La candidature Zemmour, presque candidature, ne vous arrange pas? Vous savez, ça change rien. J'ai décidé une chose. Mon adversaire, c'est Emmanuel Macron. Et je ne vais pas polémiquer avec mes concurrents parce que je vais vous dire, je pense que le pays a été brusqué pendant ces 5 ans avec des divisions terribles. Et moi, je suis gaulliste, je veux l'indépendance, mais je veux le rassemblement des Français. Alors nous sommes, ça vous a pas échappé, aujourd'hui le 11 novembre. Un hommage sera rendu au dernier compagnon de Libération, Hubert Germain, qui sera inhumé cet après-midi au Mont-Valérien lors d'une cérémonie présidée par Emmanuel Macron. Il s'était engagé au moment où la France était à genoux. Il s'était engagé pour la France libre dès 1940. Quel est l'héritage qu'il laisse à notre pays? Et je vais vous dire, j'étais à Colombey le 9. Est-ce que la France va être digne de son histoire, de ses valeurs? Comment on peut redresser la France sans sombrer dans la division, la soumission? Et je vais vous dire, je ressens qu'on vit une période de division, de polémique, parce que la France est soumise, elle prend ses décisions ailleurs. Donc il faut que les Français se mobilisent. Et je dis aux Français, il n'y a pas un homme providentiel ou une femme providentielle qui va sauver la France. C'est à vous d'aller voter. Et ce qui me choque parfois, et j'ai envie de secouer un peu mes concitoyens, c'est de leur dire, vous avez entre les mains, chacun, une part de la France. Alors allez voter au lieu de manifester, secouez-vous, parce que vous pouvez tout faire si vous le voulez. Et moi, je ne suis là que pour ça, servir d'intermédiaire. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan.